Salut à tous, on vous embarque pour 26 minutes de découverte, de nouveautés, de conseils pratiques, mais surtout de sensibilisation. Et si on devait donner un intitulé à ce numéro, eh bien ce serait la bataille des SUV. Car comme vous le savez, les SUV ont la cote en ce moment et montent en grande puissance. Et dans le Zoom de la semaine, on vous en présente trois. Le premier est le nouveau SUV que Peugeot a enfin voulu nous faire connaître. Le second a une particularité car c'est le plus luxueux des modèles existants. Le dernier, quant à lui, a voulu tester ses capacités en faisant une petite démonstration de force. Bon, on va y aller, vous venez? Alors tenez-vous prêt, attachez votre ceinture, car Top Auto démarre maintenant. Choqué pour se faire remarquer, voire se démarquer, c'est probablement le but de Peugeot qui a décidé de mettre enfin un terme à son petit jeu de cache-cache en dévoilant son nouveau fauve. Et à présent libéré de sa cage, la 3008 GT de Peugeot se lance dans la jungle automobile. Ce nouveau SUV de caractère en tenue de sport ne manque pas d'originalité et se distingue du reste de la gamme par ses attributs esthétiques encore plus virils. Comme quoi, vous ne passerez pas inaperçu en 3008 GT. Et trois personnes ont eu la chance de caresser la bête et voici leur impression. Regarde. Après les versions classiques de son nouveau 3008, Peugeot en dévoile la livrée sportive GT. Celle-ci se distingue du reste de la gamme par ses attributs esthétiques plus virils et surtout par son moteur diesel de 180 chevaux. Version la plus exclusive de la nouvelle gamme 3008, la Dynamic GT disposera d'une seule motorisation, le 2.0 Blue HDI de 180 chevaux, associé à la boîte de vitesse automatique EAT6. Et pour ceux qui privilégient le look à la puissance, la finition GT Line proposera les mêmes attributs esthétiques conjugués à des motorisations un peu plus sages. Dajana, Kwame et Jean Hink ont découvert en exclusivité cette merveille sportive à sa sortie de boîte. Ce sont eux qui en parlent le mieux. There's a specific front bumper, this wave on the front grille. That's a really nice idea. GT version has 19-inch wheels. They are larger, also for the power. The impression of power and strong toughness of the car. That's a really good idea. And they made a great job on this one. There's something they call the Lion Spotlight, just watch. That's a nice idea. Let's discover the inside. It seems that it's real wood on the door and even on the dashboard. And you have the new iCockpit. You have the small wheel. It seems sportier. It gives you the envy to drive it. Okay, I just discovered the 2009 GT from Peugeot and they made a great car, there's no doubt about it. They really step up their game. It's really strong, I like the look. I think everyone should see it and maybe try it. Whoa, so this is the new 3008. And what's important is this, GT. And if you're on the road and someone is seeing this in his rearview mirror, it means I have a new grille. I'm fast, I'm bad. Imagine a lion that's really mad. What does a lion when he's really mad? It goes like, there you go, the scratches of the lion. Okay, this is not Spaceship Enterprise, but it comes close. Look at the dashboard, it's brand new, and it's called the iCockpit. And the I stands for intelligent, and it is. I feel
like a racing daddy with the kids in the back. I mean, they're safe and sound behind me, and I can go full throttle. You don't want to park this car, you want to drive this car. And okay, if I want to be sporty, I just push the M button. M for manual. There you go. And then it's like up, 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 up. And down, 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 down. The buzzword in the car industry right now is premium. Well, this car is premium, premium, premium. When you're trying to remember the old 3008, it was a crossover, it was a good car. When we have a look on the front of this 3008 GT, it's much more aggressive. You have a good light signature. According from the Lion, he's shouting out his name and he's shouting very loud. You will also see the difference to the old one. You have a clear but cool and signature active design. So if you have a look on the wood, you will see that it's real. Yeah, you hear my nails scratching on welcome in the SUV world of Peugeot. So when you have a look from the back to the front, you will see the two-tone, what's especially for the GT, silver, gray and black. That's cool. Yeah, it is. Sur le plan esthétique, dans le détail, les feux avant sont full LED et les clignotants à défilement. Les facettes de la calandre ne sont plus chromées, mais subtilement dépolies. Sur le profil, les lécheurs de vitres et de custode sont en inox. À l'arrière, une double sortie d'échappement chromée finalise l'ensemble. Le toit laqué de noir Black Diamond est livré de série. En revanche, la peinture dite coupe franche est proposée en option. 3 teintes sont disponibles. Toutes 3 obligatoirement associées à une partie arrière Perlamera. À bord, la distinction est de mise, avec de surpiqûres cuivrées, une sellerie mixte en TEP et Alcantara, où cuir n'a pas en option, et des inserts de planches de bord et de contreporte en vrai bois de chêne vieilli. Par ailleurs, les dalles numériques du e-cockpit adoptent des éléments couleur cuivre alors que le volant reçoit un insert GT dans sa partie basse. Le défi de cette semaine, c'est Land Rover. Et pour tester ses capacités, le célèbre SUV British a décidé de se lancer un petit défi. Pas si petit en définitive, tirer un train de 100 tonnes. Alors, défi relevé, oui ou non? La réponse en images tout de suite. Si élégant soit-il, le Land Rover Discovery Sport demeure un rural attaché à ses origines. Pourtant beau, mais avec sobriété, une union de bon goût qui assure au Discovery une allure inédite sans succomber à quelques effets de mode. Parlant de mode, le Land Rover peut se muer en locomotive. Pour mettre en évidence les capacités de son Discovery Sport, le constructeur britannique n'a rien trouvé de mieux que de lui faire tirer 3 wagons de train. Le Discovery Sport a tiré ce convoi représentant environ 60 fois son poids sur une distance de 10 km dans le nord de la Suisse. Land Rover précise qu'il s'agit d'un véhicule de série non modifié, équipé d'un système de conduite semi-autonome et d'un moteur 2.0 litres Ingenium de 177 chevaux et 130 nanomètres de couple.
Le plus étonnant, c'est que cette traction s'est effectuée sans l'aide d'une boîte de transfert, mais avec sa boîte automatique à 9 rapports, gérée par un contrôle de progression tout-terrain ATPC pour maximiser la traction et la vitesse, une sorte de régulateur très basse vitesse. Si vous aimez le luxe et que vous êtes fan de SUV, eh bien j'ai le bijou qu'il vous faut. Une Bentley. Mais attention, oubliez toutes les autres Bentley trop exclusives, trop sectaires, voire inaccessibles. Et penchez-vous sur la reine des SUV de luxe, la Bentley Bentayga 2016. Un regard plus frais, un confort plus que scandaleux, ultra luxueuse, polyvalente à souhait, bref, époustouflante. Et c'est l'essai de la semaine. Amoureux du grand luxe en automobile, voici ce qu'on pourrait appeler le SUV le plus luxueux du monde en 2016. Où tout est à l'intérieur de ce bijou. Une fois n'est pas coutume, l'habitacle semble nettement plus réussi que le style extérieur. Et c'est tant mieux. Car le Bentayga, plus que toute autre automobile, se vit de l'intérieur. Un intérieur tapissé de cuir du sol au plafond, profitant de moquettes épaisses et d'une finition au meilleur niveau, alternant de splendides essences de bois, du chrome et quelques touches métalliques. Sous le capot, Bentley n'y va pas par quatre chemins. Pour éliminer toute idée de concurrence, la vénérable marque britannique a déposé son W12 sous le capot. Un moteur faramineux d'une cylindrée de 6 litres alimenté par 2 turbos et développant 608 chevaux pour un couple de 900 nanomètres. Avec de telles valeurs, le Bentayga affiche des chronos de sportive. 301 km/h et de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes. Sur route, le résultat est stupéfiant. En silence, le moteur fait fi de toute considération physique et pousse l'ensemble avec une vigueur qui vous plaque gentiment au siège. L'aiguille du contre-tour frémit à peine. Vous avez le pied très lourd, la boîte rétrograde prestamment. Le W12 mugit en sourdine et une main géante vient catapulter le colosse droit vers l'horizon avec une force démentielle. Incroyable. Le rêve est certes trop grand, mais Bentley continue d'en réaliser d'encore plus grand. On entend tous parler du GPS, mais qu'est-ce que c'est qu'un GPS exactement? Mais surtout, comment ça marche? Un GPS est un système de géolocalisation américain qui fonctionne grâce au positionnement de satellites. À l'origine utilisé par l'armée, il est depuis tombé dans la sphère civile et est retrouvé dans plusieurs domaines d'activité, notamment la navigation routière. Mais comment ça marche? Et c'est notre dossier de la semaine. Le GPS auto est en fait un récepteur qui analyse les signaux envoyés par les satellites. Il utilise le principe de la triangulation. Pour calculer sa position, il reçoit un signal d'un premier satellite qui va lui indiquer la distance qui le sépare de celui-ci en calculant le temps que va mettre ce signal à arriver, et cela à la nanoseconde près. Ce temps est calculé par rapport à l'heure d'émission du signal et l'heure de réception. Au préalable, le satellite et le GPS se sont synchronisés pour faire correspondre leur horloge interne. À cet instant, le GPS voiture ne connaît pas encore sa position, mais simplement la distance qui le sépare du satellite. Il reçoit alors le signal d'un second satellite qui va lui donner également sa distance, ainsi que d'un troisième, puis d'un quatrième. Il faut au moins 4 satellites pour d'une part recouper le signal et déterminer sa position sur Terre, et d'autre part synchroniser l'horloge interne du satellite et du récepteur. Bonjour, donc aujourd'hui on va vous parler de la géolocalisation ou de ce qu'on appelle vulgairement le tracking. Alors dans un premier temps,
Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. La géolocalisation, c'est un boîtier qui est caché à l'intérieur du véhicule, et on ne vous dira pas où. Et ce boîtier, c'est comme un téléphone, et il envoie des informations à un satellite qui lui-même les récupère sur un serveur, et ces informations peuvent être retraitées. Alors, ça permet quoi? La première chose, ça permet de suivre le véhicule en temps réel, puisqu'en fait, c'est un boîtier, cette géolocalisation permet à chaque instant de savoir exactement où est le véhicule. Et il suffit ensuite pour l'utilisateur de se connecter soit sur un site internet, soit même sur son téléphone mobile, et sur une carte de localiser son véhicule. Ça, ce sont les fonctions de base. La deuxième fonction de base, c'est une fonction sécuritaire. C'est que ce boîtier, on peut aussi le brancher dans le véhicule au système d'injection, et il permet à distance de couper l'injection du véhicule et donc d'arrêter le véhicule quand l'opérateur le décide. Donc en cas de vol, on peut repérer le véhicule et le bloquer à un endroit opportun, et ainsi permettre de récupérer facilement et en toute sécurité le véhicule qui a été volé. Voilà. Alors, pour faire ceci, ce petit boîtier-là, il doit être branché correctement parce qu'il faut l'alimenter. Si l'alimentation est mal faite, vous videz votre batterie. Et deuxième chose très importante, pour la coupure de l'injection, il faut brancher un fil au calculateur d'injecteur. Et là, il faut aussi savoir exactement à quel endroit on le fait, sachant que le risque derrière, c'est que si vous branchez mal un fil sur un calculateur d'injecteur, vous pouvez tout simplement le détruire. Ce boîtier, il peut être monté sur absolument tout véhicule et engin terrestre, puisque ce boîtier, après, en termes d'utilisation, on peut récupérer tout un tas d'informations, le kilométrage, la consommation, des données aussi d'éco-conduite, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de savoir si le véhicule fait des accélérations brusques, des freinages brusques. Et avec toutes ces fonctions-là, on peut sortir tout un tas de statistiques. D'ailleurs, pour cela, les compagnies d'assurance, de plus en plus, demandent à ce qu'un boîtier de géolocalisation soit installé dans le véhicule, parce qu'ils sont sûrs à 95% de récupérer la voiture en cas de vol. Ensuite, les usages ils sont aussi multiples. Ça permet aux sociétés de gérer leur flotte de véhicules, de savoir exactement où ils sont, comment les utiliser au maximum. Ils sont utilisés par exemple pour les entreprises de travaux publics qui ont des grues, des camions, et quand ils veulent savoir, quand ils veulent être sûrs que la grue par exemple est utilisée que pendant les heures de travail, ils programment la coupure du système d'injection, et du vendredi soir à 18h jusqu'au lundi matin à 8h, la grue n'est pas opérationnelle. Et donc en dehors des heures de travail, elle ne pourra pas fonctionner. Ça, c'est d'autres applications techniques. C'est utilisé depuis très longtemps par les transporteurs pour suivre leurs camions, mais aujourd'hui, ça se vulgarise de plus en plus au niveau du client et du client particulier, tout simplement parce que les prix deviennent de plus en plus accessibles et qu'avec la participation des compagnies d'assurance à travers le remboursement d'une partie de la prime de vol, ça devient tout à fait abordable. Par exemple, pour un véhicule comme un VDJ 200, la remise qui est faite sur la prime de vol est souvent supérieure au prix de l'installation et de l'abonnement qu'on a avec un boîtier de géolocalisation. Nous ici, on a des boîtiers qui sont garantis 3 ans, ce qui correspond à la garantie contractuelle de nos véhicules. C'est beaucoup plus pratique, mais un boîtier de bonne qualité peut durer la vie du véhicule s'il n'a pas aucun incident technique majeur à signaler. Combien de fois a-t-on vu un véhicule stationné bloquant la circulation aux automobilistes, aux vélos ou encore aux piétons? Impossible de quantifier. Mais saviez-vous que le mauvais stationnement est sanctionnable par la verbalisation ou encore par une amende? Eh bien, Feu Vert vous en dit un tout petit peu plus.
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. Mais à Abidjan, beaucoup d'automobilistes ont du mal à se fier à cette règle disciplinaire. Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons, sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers, sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier, sur les ponts, dans les tunnels, au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines, est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule en double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans sidecar. Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques, sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison, l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé. Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet, tout arrêt ou stationnement gênant prévu par la loi puni de l'amende. Il faut signaler, dénoncer tout mauvais stationnement car ces pratiques portent atteinte à l'ordre public. Les mauvais stationnements peuvent souvent créer des embouteillages à des endroits insoupçonnés. Le groupe BMW n'a pas fini de nous impressionner avec ses concept cars. Après une BMW i8 totalement futuriste présentée en mars dernier, c'est la prestigieuse marque du groupe Rolls-Royce qui présente la 103 EX. Celle-ci fait donc partie des voitures aux allures totalement futuristes qui ne verront peut-être jamais le jour, mais qui traduisent ces quelques visions Next 100 ou comment BMW envisage le futur, celui où les voitures autonomes sillonneront les routes. Chez Peugeot, rien ne se perd, tout se transforme. Avec la nouvelle plateforme EMP2, le constructeur français vient de renouveler la Peugeot Expert. Équipée d'un moteur 2 litres Blue HDI de 180 chevaux et d'une boîte automatique EAT6, l'Expert dispose d'un espace interne ultra modulable qui peut atteindre jusqu'à 6 mètres cubes et 1,90 m de hauteur. C'est la saison des pluies et les pneus usés sont synonymes d'accidents. Accidents parfois causés par un phénomène appelé l'aquaplaning. Mais comment éviter ce phénomène? Un expert vous donne toutes les astuces et c'est dans les trucs à Jessie. Bonjour, je suis Moya Yao, technico-commercial pneumatique à C4 Equipment. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aquaplaning, qui est un danger réel auquel l'on ne fait pas attention en ce temps de pluie. Ce thème désigne une perte d'adhérence du véhicule au sol qui est due à un passage important d'eau sous le pneumatique. En perdant le contact direct avec le sol, le pneumatique glisse sous l'eau. Le conducteur perd le contrôle de son véhicule, ce qui peut entraîner par exemple une sortie de route ou un risque de collision. Comment éviter l'aquaplaning? Afin d'éviter l'aquaplaning, le pneumatique doit être capable de maintenir un bon contact au sol sur les routes humides. Le pneumatique doit être capable de repousser l'eau grâce à une bonne empreinte au sol, favorisée par une bonne pression de gonflage. Le pneumatique stocke l'eau qui passe sous lui grâce à la profondeur de gomme, aux sillons et aux lamelles. Le pneumatique évacue l'eau grâce à l'orientation des lamelles et des sillons. Le pneumatique adhère sur le sol grâce à la qualité et à la profondeur de sa gomme. Sur la bande de roulement, nous voyons les lamelles, qui sont les fines coupures, et aussi les sillons, qui sont les rainures longitudinales. C'est par là que l'eau s'évacue
pour éviter l'aquaplaning. En conclusion, nous vous conseillons de changer vos pneus usés lorsqu'ils atteignent une profondeur de gomme de 2 mm pour les pneus touristes et 4x4 et de 3 mm pour les pneus poids lourds, dans des ateliers certifiés avec des équipements adéquats. Top Auto, c'est fini, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, pensez à vous offrir un GPS si vous n'en avez pas encore pour faciliter votre quotidien au volant. Faites attention aux endroits où vous stationnez pour éviter de bloquer la circulation, voire pire, d'avoir une amende. Respectez toutes les consignes pour une saison des pluies sans ennui. Souvenez-vous que le port de la ceinture de sécurité sauve des vies. Et enfin, retenez bien ceci, le principal au volant, ce n'est pas de jouer les grands, mais d'arriver vivant. À dimanche prochain.